Salut à tous, soyez les bienvenus dans le point G avec un G comme géographie. L'objectif, mieux comprendre ensemble un bout du globe. Aujourd'hui, vous le voyez, j'ai mis ma plus belle chemise de batik, une chemise traditionnelle indonésienne. Et c'est donc en Indonésie que je vous emmène, et plus précisément dans la capitale, Jakarta, une gigantesque ville de plus de 25 millions d'habitants. C'est un numéro un peu particulier du point G aujourd'hui puisque je suis à Jakarta. Ici, on est au centre de l'agglomération. Vous voyez le Monas, le monument national. Vous entendez aussi en arrière-plan le son de la gare principale de la ville. Et ça tombe bien car nous allons parler de transport aujourd'hui. Qui dit transport à Jakarta dit d'abord et surtout les embouteillages. Vous le voyez ici, on est sur l'une des artères principales de la ville. Il est à peu près 12h30, donc c'est pas l'heure de pointe. Et pourtant, la circulation, les voitures, les motos est très importante. On estime qu'à Jakarta, il y a chaque jour 8 à 10 heures d'embouteillage. Et les transports en commun, me direz-vous? Eh bien, ils existent évidemment, mais de manière très différente de ce que nous pouvons connaître en France. C'est ce que nous allons voir sur place avec le géographe Rémi Desmoulières. Il travaille à l'INALCO, dans un laboratoire qui s'appelle le CESMA. Il est en thèse et il est donc spécialiste de l'organisation des transports à Jakarta, ou si on veut être tout à fait complet, en fait il faut dire de l'organisation territoriale des petites entreprises de transport en commun. Jakarta, ses bouchons et surtout ses transports en commun, c'est le sujet du jour et on en parle comme d'habitude en 3 points. Point 1, voiture, moto, c'est tout ce qu'il faut. Après l'indépendance de l'Indonésie vis-à-vis des Pays-Bas en 1949, les autorités indonésiennes veulent donner l'image d'un pays moderne. Et ça a des conséquences sur les transports en commun, car à l'époque, pour donner une image de modernité, eh bien, il ne faut pas vraiment investir dans les transports en commun. Pendant longtemps, le gouvernement indonésien il a clairement privilégié la motorisation individuelle, c'est-à-dire la voiture et le 2 roues à moteur, scooter ou moto. On construit des routes. On construit des routes avec cette rhétorique que plus on construit de routes, moins il y aura d'embouteillages. Alors que la géographie des transports a quand même démontré plutôt le contraire, que plus on construit de routes, plus il y a de voitures, donc plus il y a d'embouteillages, donc on s'inscrit dans un cercle vicieux. Un cercle vicieux qui est d'autant plus vicieux que les scooters ne coûtent pas très cher en Indonésie. Résultat, les Indonésiens, ils s'équipent et ça n'arrange pas les conditions de circulation. Et pendant ce temps-là, du côté des transports en commun, c'est pas vraiment la joie. Il y a eu une entreprise de transport public qui en fait résulte de l'ancienne entreprise hollandaise de tramway qui existait pendant la période coloniale. Cette entreprise de tramway a été nationalisée, le tramway a été supprimé et il a été remplacé par des bus, mais qui se sont révélés insuffisants. Ça veut dire qu'à force de construire des routes, finalement, le résultat, c'est qu'à Jakarta, il n'y a pas de transport en commun. Il y a des transports en commun. On voit des minibus, on voit des sortes de tricycles à moteur. C'est pas des grandes entreprises qui possèdent ces véhicules, c'est des propriétaires individuels qui investissent en fait dans l'achat d'un moyen de transport. Donc en résumé, puisque les pouvoirs publics misent sur la voiture et sur la moto, les transports en commun sont organisés par des petits propriétaires privés qui font ce qu'on appelle du transport artisanal. Ils achètent eux-mêmes des transports en commun. On peut en retrouver 2 types très fréquents dans Jakarta. Le bus moyen, qu'on appelle le bus sedang, et qui peut transporter à peu près 25 passagers. Et puis il y a plus petit aussi pour 14 voyageurs. Ça s'appelle l'angkot, et ça ressemble à ça. Point 2, la revanche des transports en commun. Comme la construction de nouvelles routes ne fait pas baisser la circulation automobile, les autorités de Jakarta changent de stratégie, surtout au début des années 2000, et elles finissent enfin par investir dans les transports en commun. Juste derrière moi, on a un des grands symboles qui montre que la municipalité de Jakarta essaie de développer les transports en commun. C'est le chantier du nouveau métro, il n'y en avait pas jusque-là. Les travaux ont été lancés en 2013, théoriquement ils vont se terminer l'an prochain. Reste à savoir si ce sera bel et bien le cas. Mais depuis 2004, l'entreprise de transport public de Jakarta, qui s'appelle Transjakarta, investit surtout dans les bus, avec des stations de bus flambant neuves, mais aussi ce qu'on appelle la busway. Le principe de la busway, c'est simple, on prend la route, on prend une voie sur cette route et on la réserve complètement aux bus publics de Transjakarta. Résultat, les bus échappent aux bouchons, et comme en plus ils sont grands, ils peuvent transporter un grand nombre de personnes, dans des conditions impeccables, puisque le bus est climatisé, parfois même un peu trop. Tout ça, ça fait beaucoup d'avantages. Oui, mais il y a aussi des inconvénients, comme l'explique Rémi. On va les trouver que sur les artères principales, comme celle où on est en ce moment, où les routes qui sont suffisamment larges. Pourquoi? C'est parce que pour aménager la voie spéciale, il faut avoir un espace vière quand même qui est suffisant. En résumé, la mairie de Jakarta investit de plus en plus dans les transports en commun publics
Mais comme les bus sont de grande taille, ils ne peuvent pas aller partout, ce qui donne encore une grande utilité au transport artisanal privé. Point 3, une histoire de complémentarité. On a donc deux types de transports en commun à Jakarta. Les transports publics, les gros bus de Transjakarta qui sont très efficaces sur les principaux axes de la ville, et de l'autre côté, les transports en commun plus petits, privés, qui eux sont beaucoup plus efficaces dans les plus petites rues. Alors est-ce que tout ça est bien utile? Eh bien la réponse est plutôt oui, car ça fait beaucoup de moyens de transport et ça permet donc aux gens de multiplier les options de déplacement. C'est ce qu'on appelle en géographie la multimodalité, beaucoup de moyens de transport. Le problème, c'est que tout ça n'est vraiment utile que si on peut passer facilement d'un moyen de transport à un autre. Ça, c'est ce qu'on appelle l'intermodalité. Et là encore, les transports de Jakarta s'en sortent plutôt bien. Comme on le voit sur ces images, les propriétaires de transports privés ont installé leurs arrêts de bus à côté des grosses stations de bus publics. Résultat, il est très facile de descendre d'un bus privé pour aller monter dans un bus public, et donc tout le monde y gagne. Alors, faisons le point. Nous, en France, comme de nombreux pays occidentaux, nous sommes habitués à voir les transports organisés par un seul acteur. Par exemple, à Paris, même si c'est un petit peu plus compliqué que ça, il y a la RATP qui gère tous les transports d'Île-de-France. À Jakarta, c'est différent. On a donc des dizaines, voire des centaines d'acteurs différents entre la mairie, acteurs publics, et tous les petits propriétaires privés des autres moyens de transport. Alors, est-ce qu'il n'y a qu'un seul réseau de transport à Jakarta, du coup, ou est-ce qu'il y en a des dizaines ou des centaines? Eh bien, en fait, c'est plutôt une question de point de vue. Si on se place du point de vue de l'organisation des services de transport, on a plusieurs réseaux parce qu'on a plusieurs entreprises. On a même un très grand nombre de réseaux, des centaines, des milliers. Mais si on regarde même comment les services de transport privés s'organisent, on voit qu'ils tentent au maximum d'exploiter les possibilités d'intermodalité avec le réseau existant. Donc en fait, c'est une question de point de vue. Si je suis utilisateur des transports en commun à Jakarta, je vais penser qu'il n'y a peut-être qu'un seul réseau de transport. Si je suis le maire de Jakarta ou quelqu'un qui s'occupe d'organiser les réseaux de transport, je dirais qu'il y en a plusieurs. Oui, et que c'est sacrément compliqué à gérer. Et voilà, c'est la fin de cette visite à Jakarta. Merci d'avoir choisi notre compagnie pour le voyage. Merci beaucoup à Rémi Desmoulers pour son accueil, à qui on souhaite évidemment bon courage pour la fin de son travail de thèse. Quant à vous, j'espère que vous allez vous abonner à la chaîne et surtout que vous avez trouvé votre bonheur géographique dans ce point G. Salut!